Allez, c'est parti. Point de situation sur le marché de l'immobilier en 2026. Et on peut se demander si effectivement c'est une vraie reprise ou si c'est un faux départ. Et comme toujours, vous allez voir, il y a trois scénarios possibles. Et je vais vous dire à la fin de cette vidéo quel scénario est le plus probable et surtout quelle, euh, quelle conduite à tenir dans ce marché très particulier français de l'immobilier aujourd'hui. Alors premièrement, ça y est, c'est tombé. Le nombre de transactions immobilières a augmenté de 50 000 transactions en plus. On est passé de 850 000 en 2024 à 900 000 en 2025. Et comme vous le savez, plus il y a un nombre de transactions importantes, c'est que quelque part, plus il y a eu aussi une demande importante. Et donc, ça a une tendance plutôt haussière sur les prix de l'immobilier. Je rappelle qu'entre 2023 et 2024, 2022 et 2024, on avait eu moins 30% du nombre de transactions, on était passé d'1,2 million à 850 000 globalement. Et ça avait eu une conséquence sur les prix de l'immobilier de moins 15%. Donc ça, c'est la correction qu'on a eue sur ces 2-3 dernières années, 15% des prix de l'immobilier. Et en 2025, grâce à cette augmentation du nombre de transactions, on est venu globalement neutraliser. On est entre 0 et 2 ou plus de 2%, donc on est vraiment stabilisé. On va garder vraiment cet élément de langage. Donc on est sur un marché immobilier stable, du moins pour 2025 et potentiellement ici 2026. Alors, je voulais vraiment vous parler de ça pour que vous compreniez la suite et pourquoi, globalement, je suis quasiment sûr que les prix de l'immobilier sur les 10 prochaines années, en moyenne en France, vont descendre. Donc, il va falloir être très attentif à cela. Bien sûr, le marché de l'immobilier ne peut pas s'analyser de manière nationale, d'accord? C'est une affaire très locale. Mais là, justement, on prend les éléments macro pour avoir la tendance de fond au national. Ensuite, bien sûr, il y aura des villes qui vont accueillir le tout nouveau TGV ou la toute nouvelle Tour Eiffel, que sais-je. Et elles, oui, localement, les prix vont exploser. Mais ce qui est important de comprendre, c'est c'est la tendance. Hein, c'est vraiment la vague globale. Et pour ça, je veux vraiment vous expliquer l'équation de l'immobilier et pourquoi aujourd'hui elle est entre guillemets déréglée. Pourquoi on sait que ça va se passer vers le bas et pas vers le nord dans les prochaines années. Il faut bien comprendre ici, hein, sur ce graphique, qu'on a les éléments qui déterminent en fait les prix de l'immobilier. Par quoi sont déterminés les prix de l'immobilier? C'est très simple. Ils sont déterminés par ce qui permet de l'acheter, c'est-à-dire les taux d'intérêt d'emprunt bancaire, et ils sont déterminés par les revenus au sens large. Par revenus, je veux dire les revenus du salariat, de ce que vous allez gagner, de ce que la population va gagner pour pouvoir s'acheter et s'offrir de l'immobilier, mais aussi par les revenus intrinsèques de l'actif, c'est-à-dire ici des loyers. Vous voyez ici en vert la courbe des loyers, donc on voit qu'elle a plutôt bien augmenté, du moins plus d'ailleurs que les revenus moyens des Français qui est ici en jaune, mais on voit que globalement, les revenus sont plutôt stables sur les 60 dernières années. Alors en réalité, ils ont bien augmenté, d'accord, mais quand je dis stable, c'est par rapport au prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, eux, en bleu, on les voit, ont explosé, surtout depuis les années 2000, alors que les revenus, eux, sont restés plutôt stables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une décorrélation très forte entre les revenus, ce que les gens ont vraiment pour s'offrir de l'immobilier, et les prix de l'immobilier, ce qui pose un problème politique majeur, puisque si les gens ne peuvent plus se loger, c'est la catastrophe, hein, les gens sont mécontents, on manifeste dans la rue, et ça devient un vrai problème politique. Politique qui, je le rappelle, ces 2 prochaines années vont être majeures. 2026-2027, c'est des années denses en politique en France, avec les municipales, les sénatoriales, les présidentielles, bref, la totale. Et donc, on sait très bien qu'il va y avoir une pression normative, réglementaire et fiscale qui va émaner du politique, bien sûr, et qui va faire avoir une pression baissière sur les prix de l'immobilier, comme on va le voir. Mais avant de regarder tout ça, je voulais vraiment faire un focus sur cette équation, ce que j'appelle l'équation de l'immobilier, qui vient expliquer les prix et notamment pourquoi les prix aujourd'hui sont décorrélés, pourquoi il y a une bulle de l'immobilier pour de vrai. Alors, on voit déjà que dans les années 2000, on a une convergence de toutes ces courbes et que là où en 2000, finalement, on arrivait à acheter, un Français arrivait à se loger moyennant 15 années d'endettement, et bien pour ce même bien, en 2000, en 2023, on avait les chiffres en 2023-2024, mais on va dire à aujourd'hui, et ben cette personne, pour acheter le même bien, doit s'endetter sur 23 ans au lieu de 15. Donc c'est assez colossal. Et qu'est-ce qui a permis ça tout simplement dans les années 2000? Eh ben on le voit très clairement ici sur le graphique, c'est que les taux d'intérêt qui étaient encore dans les années ici 2000 aux alentours de 5-6 points, eh ben ont descendu pour arriver vraiment dans les années folles à moins d'1%. Et ça, ça a permis, même avec des revenus constants,
ça a permis d'avoir un effet de levier, d'augmenter le pouvoir d'achat quelque part dans l'immobilier des ménages et donc d'aller chercher des biens immobiliers bien au-delà de nos revenus, avec des conditions en plus d'octroi de crédit très avantageuses. Donc ça, c'est vraiment le premier critère qui maintient les prix de l'immobilier aujourd'hui et qui leur a permis d'exploser hier, c'est les taux d'intérêt bancaires. On pourra vous raconter 1 milliard de choses. Voilà, il y a 2 gros facteurs et je vous ai déjà livré le premier que vous voyez ici, clairement, c'est les taux d'intérêt. Maintenant, on va voir dans cette vidéo, puisque maintenant qu'on a vu que les prix de l'immobilier sont bien décorrélés et qu'on est bien en bulle, pourquoi ils se maintiennent encore à aujourd'hui, pourquoi ils font illusion, et pourquoi demain, à coup sûr, dans les 10 prochaines années, ils vont bien descendre de manière générale. Alors, je vous remets ici rapidement, parce que c'est important de l'avoir en tête, le calendrier politique, je le rappelle, le logement, c'est l'affaire de tous, et donc de la politique en particulier. Pour avoir parlé à une députée le mois dernier, ça les agace au plus haut point quand même, ce mécontentement global de plus pouvoir se loger en France. Il y a une crise du logement, c'est inadmissible à tel point que d'ailleurs ils cherchent des boucs émissaires comme Airbnb, etc., mais il n'en est rien. La réalité, elle est plutôt dans les prix très élevés, et puis les lois, les réglementations, etc. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais le calendrier politique sur les 2 prochaines années est dense. On a ici les municipales dès mars. On a en septembre les sénatoriales. Donc les maires qui vont être élus vont voter pour les sénateurs. Et en 2027, on le sait tous, on l'attend tous, l'élection présidentielle pour essayer, bien sûr, de changer les choses en France, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne va pas dans la bonne direction. Alors, je rappelle que l'équation fondamentale d'un prix, c'est la demande sur l'offre. Et donc, dans cette vidéo, on va voir très clairement les facteurs, justement, qui ont eu une pression haussière ou baissière sur la demande, et puis les mêmes facteurs avec les conséquences sur l'offre. Je rappelle que plus des gens demandent quelque chose et plus l'offre est rare, plus le prix est cher, et moins les gens veulent de quelque chose et plus cette chose est en nombre important, et plus les prix descendent, moins cette chose est chère. Et donc, on a 2 facteurs qui vont expliquer cela. On a d'abord les facteurs, entre guillemets, humains, j'ai envie de dire à l'échelle nationale, ce qui concerne vraiment la France, c'est-à-dire notre politique, notre éducation, notre façon de voir les choses, notre démographie, par exemple. Et puis ensuite, on va avoir les facteurs d'influence plutôt systémiques qui nous dépassent quelque part, un peu internationaux, comme avec le système bancaire, les prêts, les conditions d'octroi, avec la Fed qui va donner des taux directeurs, vous voyez, cette économie-là. Et puis l'économie aussi plus globale avec l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages, etc. Donc, je prends bien ces 2 catégories, humaines, comportementales et systémiques, et ces 2 points majeurs vont avoir une conséquence sur une pression plutôt haussière ou baissière, et comme vous allez le voir tout de suite, elle est plutôt baissière. À commencer par le facteur humain politique. Comme on l'a vu juste avant, effectivement, on veut que les Français puissent se loger et résoudre la crise du logement. Donc pour cela, le politique a mis en place un arsenal vraiment 360 degrés, à commencer par la fiscalité. Il a augmenté la fiscalité sur les investisseurs immobiliers. On va faire très simple. Eux vont parler d'harmonisation, mais ils ont augmenté la fiscalité sur ceux qui avaient une fiscalité, on va dire, normale. Ensuite, sur les normes, pour protéger encore une fois les ménages qui ont des factures énergétiques trop importantes, etc., pour protéger les Français, en quelque sorte, on va augmenter le standard des normes énergétiques pour que la facture énergétique soit moins importante pour celui qui loue. Donc ça, qui va payer? Pas l'État. L'État est riche avec l'argent des autres, mais les normes, mais c'est le propriétaire qui doit payer ces normes énergétiques, ces isolations, ces nouveaux systèmes de chauffage, etc. Donc ça aussi, ça met une pression sur le propriétaire qui n'a d'autre choix. Parce qu'en plus, avec la loi climat, on interdit de louer si le logement est énergivore. Donc, il n'a pas d'autre choix que de faire les travaux et de s'acquitter de la facture. Ou alors de vendre parce qu'il ne peut pas s'acquitter de la facture et il ne peut même plus louer. Donc, vous voyez, c'est ça, la fiscalité et les normes, les volontés politiques qui donnent une pression baissière sur le marché. Puisque ces propriétaires, s'ils vendent, effectivement, ça augmente l'offre. Et par mécanisme, si vous avez bien suivi avant, ça va faire baisser les prix. Et enfin, les réglementations, les permis de louer, les plafonnements de loyer, l'interdiction de construire dans certaines zones, etc. Bref, tout l'arsenal politique qui va mettre une pression. Alors,
Sur le contexte un peu plus, on va dire, national, on est dans une situation économique pas exceptionnelle. On ne parle pas encore de crise économique, mais on sent que ça se tend de partout à l'échelle des finances publiques. Euh, et donc, de plus en plus de personnes ont des besoins en cash. Et quand on a un besoin en cash et qu'on a de l'immobilier, eh ben, on a tendance à quand même vouloir se séparer de cet actif immobilier pour récupérer du cash. On l'a vu, le coût des travaux est aussi important. Et donc, qui dit coût plus le coût des travaux est important, moins on peut se mettre en conformité facilement, et donc plus la porte de sortie de la vente est celle qui s'offre la plus judicieuse pour ceux qui détiennent de l'immobilier. Et enfin, je le rappelle, mais c'est central. Dans les 10 prochaines années, c'est vraiment le fil conducteur qui nous permet, en fait, à coup sûr, quasiment, de savoir que les prix de l'immobilier national vont diminuer, puisque 60% des biens immobiliers en France sont détenus par des baby boomers, hein, ces personnes qui sont nées après la guerre, qui ont eu la chance d'avoir accès à des prix de l'immobilier à bas coût, à bas prix, hein, surtout par rapport à aujourd'hui, hein, les prix ont explosé. Et donc, ces 60% finalement d'immobilier, on sait que dans les 10-15 prochaines années, ils vont quasiment entièrement transiter de main. Hein, il va y avoir un transfert de richesse considérable par l'héritage. Et on sait que dans un héritage, hein, globalement, 2 tiers des biens immobiliers sont vendus parce que les héritiers sont un peu détachés. Ça peut émettre des situations conflictuelles. Les gens, parfois dans les héritiers, certains ont besoin d'argent, pas d'autres. Donc énormément de biens sont alors vendus. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur qui nous permet de manière certaine dans les 10 années à venir de savoir que l'offre va exploser, surtout qu'en plus, malheureusement, hein, cet immobilier a tendance quand même, en général, à ne pas être super bien entretenu, ou du moins tellement vieillissant qu'il ne respecte pas les normes, les nouvelles normes mises en place par nos politiques vues juste avant. Donc voilà déjà sur le facteur vraiment macro, politique, une volonté politique et humaine, et puis aussi démographique qui explique tout ça. Hein. Je rappelle pour la démographie, les baby boomers sont nés après la guerre, hein, 46. On a eu 10-15 ans globalement, allez, je veux dire 10 années, des 10-15 années ici, entre on va dire 45-60, allez, un peu plus, où on a eu un nombre de naissances record, hein, autour de 900 000 hein, globalement naissances, alors que 2025 a été la première année où il y a eu plus de morts que de naissances. Hein. C'est la première année, et d'ailleurs ça en dit long sur notre système de retraite. Et d'ailleurs, la retraite, c'est quelque chose aussi qui va avoir une importance cruciale dans l'éducation de la population, qui va expliquer aussi pourquoi finalement l'immobilier aujourd'hui montre encore des signes de résilience. Je m'explique. En gros, le système des retraites aujourd'hui, il est foutu. Hein. Tout le monde sait, tout le monde voit désormais que c'est un énorme Ponzi qui consistait à faire rentrer des nouveaux bébés pour payer les anciens, pour payer la retraite des anciens. Sauf qu'on a une crise démographique, il y a de moins en moins de naissance en France. Et donc, comme dans tout Ponzi, quand à l'entrée, vous avez de moins en moins de nouveaux adhérents, les plus anciens, au bout d'un moment, la pyramide s'effondre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Je rappelle que sur les 10 dernières années, la France a emprunté 500 milliards pour que le Ponzi tienne quand même. Donc, c'est quand même important de le rappeler hein, quand vous entendez des choses du type le système des retraites est à l'équilibre d'ici 2030. C'est du bullshit. Quand on emprunte 500 milliards sur 10 ans pour que le truc tienne à peu près debout, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas. Et en plus, entre nous, on est dans un système capitaliste et notre système des retraites, il est complètement décorrélé du système capitaliste. C'est-à-dire que au lieu de capitaliser pour votre retraite, ce qui vous est pris, c'est pour être directement dilapidé pour payer la retraite de quelqu'un à l'heure où on parle. Alors que, effectivement, dans un système capitaliste, si seulement vous pouviez avoir votre retraite capitalisée, c'est-à-dire que ce que vous cotisez était capitalisé pour vous dans un coin, à votre retraite, vous auriez des centaines de milliers d'euros, vous vivriez des intérêts de ce capital et vous pourriez en plus taper le capital à tout moment. Bref, c'est l'option qu'ont opté les pays intelligents. Quand je dis intelligent, c'est dans le système capitaliste. C'était la façon la plus intelligente de faire. D'autres systèmes l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait. Et après, vous avez bien sûr, comme toujours, hein, des systèmes hybrides comme l'Allemagne, hein, qui a une partie, on va dire, en capitalisation et une partie, comme nous, en répartition. Bon, bref, je pense qu'on tendra de toute façon de gré ou de force vers un système comme ça, hybride, hein, comme l'Allemagne. En attendant, on n'y est pas du tout. On continue droit dans le mur et on accélère d'ailleurs. À l'heure où je parle, on a 1,7 travailleurs pour un retraité et dans 10 ans, 10-15 ans, on sera à 1,4 travailleurs pour un retraité. Autant dire que pour que le système soit à l'équilibre, il faudra avoir des retraites aux alentours des 700-800 euros. Je pense que personne n'est trop d'accord avec ça. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que c'est un tournant majeur dans l'histoire. Ces nouvelles générations,
d'ailleurs dont j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans, j'en fais partie également, on a toujours eu conscience quelque part qu'on n'aura jamais de retraite parce que on le voyait que ce système était un Ponzi, il fallait pas sortir de Saint-Cyr, on l'a vu et donc on s'est préparé. Et comment on se prépare à faire sa retraite et préparer son avenir? Il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est d'investir. Et ensuite, quand vous regardez les classes d'actifs qui vous permettent d'avoir des rentes, il n'y en a pas 50. C'est globalement la bourse au sens large, le fait d'investir dans des sociétés ou des valeurs qui vous rapportent des dividendes ou du recurring, des revenus récurrents, ou alors l'immobilier. Et on connaît l'amour des Français pour l'immobilier. Donc lorsque l'éducation de la jeune génération qui veut être indépendant du système, qui voit que le système ne va pas subvenir à ses besoins, veut générer des revenus pour sa retraite notamment, et bien tout simplement, il va soit investir en bourse, soit en immobilier. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Et donc, et ben tout simplement, ça fait que on a un certain appétit. Hein. On a l'actif de l'immobilier garde une certaine attractivité grâce à ce qui est en train d'être révélé au grand jour. Et donc, les facteurs de pression de demande, c'est-à-dire que ce qui permet aujourd'hui de maintenir, les prix de l'immobilier sont à l'équilibre, de les maintenir, pour moi, les voici. Le premier, je l'ai dit, c'est vraiment un accès au crédit qui est incroyable en France. On a les conditions d'octroi de crédit les plus favorables au monde. Alors oui, on a des taux bas déjà, entre 3 et 4, et c'est très bas par rapport à, vous avez vu, dans les années 80, là, on était quasiment à 15% à un moment donné. Donc, on est historiquement sur des taux très bas, mais surtout des conditions de crédit très intéressantes. Le système bancaire français est très solide, c'est la banque qui dicte un peu sa loi, bien sûr avec l'État, et derrière, vous avez des conditions très favorables, des PTZ, des différés de crédit. Vraiment, le système bancaire est relativement arrangeant en France et ça, on peut s'en féliciter parce que pour l'immobilier, c'est parfait. Pour emprunter dans l'immobilier et faire des affaires dans l'immobilier, c'est génial. Donc ça, c'est le premier facteur qui permet de maintenir les prix de l'immobilier. Demain, vous faites x2 sur les taux, vous passez à 8% de taux, l'immobilier se casse la figure comme jamais. D'accord? Ça, c'est très clair. Voilà. Le deuxième facteur, c'est le comportement du peuple français en général, et surtout de ceux qui détiennent les actifs, ils sont plutôt résilients. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Soit ils sont parmi les baby boomers, donc 60% de l'immobilier est détenu par ces baby boomers, et ces baby boomers n'ont pas besoin d'argent. Ils ont connu l'âge d'or, les 30 glorieuses, ils ont bien mis de côté, ils en ont bien profité, ils ont acquis de l'immobilier, et puis aujourd'hui, ils ont leur retraite qui est payée par les jeunes générations. Donc, en fait, pour eux, tout se passe plutôt bien, et ils n'ont pas besoin d'argent, donc ils vont pas brader leur immobilier, ils vont pas le vendre, ils sont pas pressés, c'est la cerise sur le gâteau, et puis voilà, tout va bien, on le garde, ça génère des rentes, ou alors c'est au cas où, c'est juste capitalisé, on laisse le bien abandonné, et puis basta. Et les plus jeunes générations, et tous ceux qui ont investi dans l'immobilier dans les 5 à 10 dernières années, ils ont bénéficié de taux incroyablement bas, entre 1 et 2%. Et donc, eux n'ont pas non plus de raison de vendre, même s'il y a des précisions qui sont mises par l'État, comme on a vu, des normes, etc., dans tous les sens. Comme on a des taux bas, on est quand même assez résilient, les détenteurs d'immobilier. Et donc, les prix ne baissent pas parce que, comme ceux qui détiennent les actifs ne sont pas pressés de vendre, ne sont pas prêts à baisser leurs prix, etc., ça permet de maintenir à flot les prix de l'immobilier. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'ancienne génération, malheureusement, dans les 10 prochaines années, aura majoritairement disparu, ce qui se passera, c'est que, on le sait, 2 tiers de l'héritage repart sur le marché. Et donc, on va avoir une augmentation ici conséquente de l'offre, avec des héritiers qui seront très détachés et qui, eux, seront prêts, pas dire à brader, mais à descendre le prix drastiquement. Et c'est ce qui permettra une correction de l'immobilier, pas dans 100 ans, je vous parle là, dans la prochaine décennie. Et ça va se faire comme ça au fur et à mesure. Donc, c'est très d'actualité, ce que je suis en train de dire ici. Donc voilà ici pour les facteurs aujourd'hui de demande, donc ce qui permet de maintenir les prix, c'est la préparation de la retraite, les taux très bas qui ont permis d'acquérir de l'immobilier bas, et puis une génération qui détient majoritairement l'immobilier, qui n'est pas dans le besoin. Donc, les constats clés, c'est clair, comme toujours, l'immobilier, c'est l'actif numéro 1 des Français, au sens où la majorité, le budget majoritaire dans un couple, c'est l'immobilier. Même quand on n'est pas propriétaire, c'est souvent le loyer, la première dépense. Donc, c'est un domaine où il y a de l'argent et il faut être présent. Je vous ai fait part ici clairement du contexte global, avec un marché qui va s'assainir quelque part, puisqu'on parle de bulle. Donc, les prix de l'immobilier sont stabilisés cette année et continueront de descendre tout doucement au fur et à mesure aussi que la France perdra ses différents avantages, j'ai envie de dire au sens large. Donc il faut être patient. Et puis, les facteurs aussi, on les a identifiés. Donc une envolée de taux
et puis des héritages permettront de faire diminuer le prix de l'immobilier. Donc, il faut rester vraiment flexible dans ce marché. Et mon meilleur conseil, en fait, pour les acteurs de l'immobilier aujourd'hui, c'est très simple. C'est d'être exposé au marché de manière la plus flexible et éphémère possible. Et il y a deux façons de faire. Si vous faites de la transaction, le mieux, effectivement, c'est de faire un peu de l'achat-revente, hein, du marchand de biens. Ça, c'est très intelligent dans ce concept, dans ce contexte, parce que les conditions d'aujourd'hui, elles vont pas non plus changer du tout au tout d'un mois à l'autre. Donc, il y a moyen, en s'exposant rapidement sur le marché comme ça, de quand même avoir de la visibilité et faire ces opérations. Et la deuxième façon de faire, d'un point de vue location, et là je prêche ma paroisse, hein, je suis fondateur d'un réseau national de location courte durée, conciergerie, sous-location. Et donc, pour l'investisseur qui veut quand même se générer des rentes, ce qui est intéressant, c'est de se placer justement sur ces moyens d'exploitation flexibles et rentables, qui sont plus rentables bien sûr, mais qui vous permettent, si demain vous voulez vendre, parce que justement vous commencez à voir, vous commencez à sentir que justement ça sent mauvais, c'est le cas de le dire, et vous pouvez vite mettre en vente, hein, le bien n'est pas occupé, ça se vendra beaucoup plus rapidement, hein, ça rend le bien plus liquide dans les deux sens, hein, à l'exploitation et à la revente, plutôt que d'être enfermé sur un 369 ou avec un locataire pour encore 3 ans, etc. Voilà, c'est ça mon meilleur conseil, c'est d'exploiter votre immobilier aujourd'hui de la manière la plus flexible et réactive possible. Donc voilà, la conclusion, très simple, on a une situation tendue, il ne faut pas le nier, il faut être lucide par rapport à ça. On a des prix aujourd'hui qui stagnent de l'immobilier et qui vont descendre inexorablement, sauf, comme je l'ai dit en début de vidéo, quelques affaires locales exceptionnelles, la nouvelle gare TGV qui arrive au pied de votre bien, etc. Oui, d'accord, ça va permettre peut-être de faire un x2 hein, même localement, mais nationalement, d'accord, de manière générale, la tendance va être baissière dans l'immobilier, mais ça reste un domaine incontournable. Donc dans tous les cas, vous devez vous y intéresser, que ce soit pour le business ou même pour vous loger, pour votre famille. On a quand même une qualité de vie super intéressante aussi quand on a un bien immobilier, on prépare l'avenir, on a une sécurité, etc. Donc l'immobilier pour moi est incontournable, on peut pas mettre all-in en bourse. C'est bien aussi d'avoir de l'actif physique, pas physique. Bon, c'est important de diversifier dans tout ça. Et puis, il faut surveiller ces facteurs de résilience que je vous ai expliqués, comme du lait sur le feu, de telle sorte à sortir ou rentrer le plus rapidement possible en fonction des facteurs qui s'alignent. Voilà, c'était Chris et je vous dis excellente année 2026, plein d'investissements et je vous dis à bientôt.